Mieux conduire la gestion du pouvoir au Faso, l'exécutif en fait une priorité. Autour de la question de la bonne gouvernance, le Premier ministre réunit son gouvernement. Il s'agit de proposer de nouvelles pistes et renforcer les bonnes municipales et législatives 2012. Cette fois non plus, les candidatures indépendantes ne seront acceptées. La candidature des indépendants du Kadiogo vient d'être recalée par la CENI. Et puis, QV 2012 de l'édition de l'homme de l'année, le maire de Ouagadougou remporte la palme pour ses efforts dans la bonne gestion de la cité. Simon Comporé aura tapé dans l'œil de l'association Gallian. Il sera aussi question de transport en Afrique et précisément du 3e symposium international Translogue Africa qui commence demain à Ouagadougou. Pour en parler, nous recevons le ministre des Transports, des Postes et de l'économie numérique, Maître Gilbert Noël Ouedraogo. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, merci d'être venu sur ce plateau. Bonsoir à vous, amis téléspectateurs. C'est la une de l'actualité en ce jour. Bonjour, merci de nous suivre. Question de bonne gouvernance à la primature du Faso pour commencer. Plus précisément, il s'agit de prospecter et proposer les pistes pour mieux conduire la gestion du pouvoir par l'exécutif. La rencontre a réuni tous les membres du gouvernement Tiao en fin de matinée, suivant le point de Peggy Ouedraogo. Ils étaient tous présents à cette rencontre de haut niveau. Autour du chef du gouvernement, le président de la Cour des comptes, celui de l'autorité supérieure du contrôle d'État, l'inspection générale et les membres du gouvernement. Voulue par le Premier ministre, la rencontre vise un objectif précis, celui de trouver les voies et moyens pour améliorer la bonne gouvernance au Burkina. Et ce qu'on peut retenir au terme de ces échanges, c'est que tous les membres du gouvernement ont tenu à traduire leur solidarité, leur soutien aux initiatives actuellement du chef du gouvernement. Et surtout le rassurer et de l'accompagner dans ces initiatives. Également, ces échanges ont permis de briser en quelque sorte ce qu'il y a comme méfiance, comme incompréhension avec l'accord de contrôle. Et ça a permis aussi de clarifier parfois aussi certaines interprétations. Au terme de ces discussions, ce qu'on peut également retenir, c'est que le chef du gouvernement a donné comme instruction à mon collègue, ministre chargé de la fonction publique et moi-même, ministre de l'économie et des finances, pour qu'on puisse produire un rapport global sur ces questions-là, rapport qui va être examiné en Conseil des ministres et qui va permettre de prendre des décisions qui sont rendues publiques. Au cours des échanges, le contrôleur d'État a défini les difficultés rencontrées dans l'exécution des missions qui lui sont assignées. Les difficultés, elles sont d'ordre organisationnel, matériel et technique. Alors, lorsque nous partons en contrôle, on voit parfois que les archives ne sont pas bien tenues, que visiblement les personnes qui sont chargées de certains dossiers ne sont pas à la hauteur et parfois, il n'y a pas toujours les moyens pour mener à bien leur mission. Et toujours, selon le président de l'ASCE, la liste exhaustive des personnes et sociétés citées dans son rapport est déjà entre les mains du Premier ministre. Je ne suis pas habilité à vous dire le nombre de les noms qui sont sur cette liste. On nous a confié une mission. On a fait notre mission. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Des rencontres de ce genre, et le chef du gouvernement l'a affirmé, ne pourront qu'améliorer le climat social. Pour lui, il s'agit d'instaurer les conditions optimales dans la gestion de l'administration publique. À présent, la page politique avec ce qui fait l'actualité dans ce domaine, c'est le cheminement vers les municipales et législatives de décembre prochain. Et non, à ce rendez-vous non plus, on ne verra peut-être pas de candidats indépendants sur les listes. C'est une des dispositions du code électoral actuel. Conformément à la loi donc, les indépendants du Kadiogo viennent de se voir refuser leur candidature pour les prochaines élections. Rappelons que ce groupe est soutenu par des organisations de la société civile. Adama Koulibaly. Le cadre légal ne vous permet pas de recevoir des candidatures indépendantes, ni des candidats hors liste reconnue qui vous a été soumise, la liste qui nous est même remise. Voilà. Ok, merci. C'est par ces propos que les candidats indépendants du Kadiogo, un groupe de candidats indépendants à la candidature pour les élections législatives du 2 décembre 2012, a pris acte de la non-réception des dossiers de ses différents membres. Pour la Commission électorale nationale indépendante CENI, la loi est claire en la matière.
La loi dit que pour pouvoir compétir, seuls les partis politiques légalement reconnus peuvent aller, dans un délai bien précis, peuvent aller aux élections. Donc, par la même occasion, nous autorise à recevoir les candidatures de ces partis-là. Nous ne disons pas que nous rejetons les candidatures, parce que la loi aussi dit que nous ne devons pas rejeter les candidatures. Mais la loi nous impose de ne recevoir que les candidatures des partis légalement reconnus. Les 18 candidats des indépendants du Kadiogo sont soutenus dans cette démarche par une coalition d'organisations de la société civile. C'est une coalition qui s'est constituée, la coalition des OSC et des citoyens pour les candidatures indépendantes, parce que nous voulons lancer un plaidoyer pour les candidatures indépendantes. Parce que nous constatons que depuis, le débat sur les candidatures indépendantes est monopolisé par la classe politique. Aujourd'hui, il est important que le juge constitutionnel nous situe sur la possibilité ou non des candidatures indépendantes. Et notre initiative va dans ce sens. Donc, laissons le soin au juge constitutionnel burkinabé de trancher cette question. Mais nous allons faire en sorte que tous les citoyens soient informés et se mobilisent pour que les droits que la Constitution leur donne, on ne vienne pas le leur retirer. Cette action vise, selon ses initiateurs, à faire changer la donne, comme au Mali ou au Niger, afin de permettre des candidatures indépendantes lors des scrutins à venir. On va vous demander pourquoi on attend même. Voilà, il faut le dire, c'est une ambiance assez extraordinaire devant les locaux de la CENI. Et puis pour continuer sur cette lancée dans l'ensemble, les partis politiques habilités à le faire ne se seront pas fait prier pour le dépôt des dossiers de candidature jusqu'à la dernière minute du délai légal. L'affluence était toujours au rendez-vous. Autant dire que les membres de la Commission électorale nationale indépendante n'auront pas vu passer la nuit. Le point de Viviane Tienerbego. 30 secondes. À l'instant où les portes du siège de la CENI se sont refermées ce 23 septembre 2012 à minuit, une cinquantaine de partis politiques avaient déposé leurs dossiers et une vingtaine d'autres attendaient toujours d'être enregistrés. Les raisons de cet engouement de dernière minute varient d'un parti à un autre. On n'a pas su jusqu'à la fin si ça allait avoir lieu ou pas. Mais quand on a eu la confirmation comme quoi tout était maintenu comme prévu, on a tout fait pour rassembler les dossiers nécessaires. Vous savez que nous, du point de vue du moment, c'est la période de l'hivernage et surtout vers la dernière phase de l'hivernage où il pleut beaucoup. Nous avons plusieurs parties du territoire national qui sont impossibles du point de vue accès. Nous avons eu 624 candidatures, alors qu'il faut seulement retenir 254. Alors, ce qui veut dire qu'il y a vraiment un véritable travail qui est fait pour que, au finish, nous puissions convenir ensemble des candidats à retenir et pouvoir constituer les dossiers, les mettre vraiment dans des conditions telles que la CENI n'est pas à redire. Il va falloir peut-être qu'on procède, si c'est possible, que les partis politiques puissent s'entendre pour une réforme législative dans ce sens-là, qu'on puisse arrêter à une heure raisonnable pour nous permettre, nous aussi, de travailler dans la sérénité et de pouvoir nous retourner aller nous reposer comme tout le monde. Certains de ceux qui attendaient classaient toujours leur dossier. Ils n'ont pas donné un standing pour le classement des dossiers. Donc, moi, je les ai dit ça. Donc, pour la prochaine fois, il faut dire quel est l'ordre qu'il faut suivre pour classer les dossiers. Et maintenant, ils ont l'ordre ici et on a essayé de ressortir pour reclasser selon l'ordre qu'eux ils veulent. Parce que nous, on a classé déjà l'ordre que nous voulons et maintenant, ils nous disent de revenir faire sur l'ordre qu'eux ils veulent. Après la réception, la prochaine étape sera la validation des dossiers. C'est un comité ad hoc qui va s'occuper de cet aspect de la question. En plus de la CENI, seront membres de cette commission ad hoc de validation les partis politiques qui compétissent, qui sont concernés. Et c'est eux qui vont examiner ces dossiers et prendre des décisions. C'est eux qui pourront décider
de la validation ou de l'invalidation de tout dossier. En tout, ce sont 74 partis qui présenteront des candidats aux législatives du 2 décembre prochain. Et puis sur le point spécifique de la composition des dossiers de candidature, le parti politique Le Faso Autrement donne sa lecture. C'est un point de vue publié au cours d'une conférence de presse suite à la rencontre de la CENI avec les partis politiques de l'opposition. Le point est de Adama Koulibaly. Le président du parti Le Faso Autrement, face aux journalistes, a voulu faire une lecture de la concertation entre la Commission électorale nationale indépendante CENI et la classe politique sur les pièces du dossier de candidature. Les clauses de cette rencontre du 13 septembre ont porté sur 4 articles consensuels, dont le deuxième stipulant que tout dossier contenant l'une ou l'autre des pièces suivantes, à savoir l'acte de naissance ou la CNIB, la carte nationale d'identité burkinabé, doit être accepté, alors qu'auparavant les 2 pièces étaient exigées. Ce que dénonce Le Faso Autrement. Nous demandons que le gouvernement saisisse l'Assemblée nationale pour une relecture immédiate du code électoral et notamment les articles portant sur la composition des dossiers de candidature de façon à ce que l'exercice de validation puisse se tenir. Il a aussi évoqué la difficulté d'établissement des casiers judiciaires par certains candidats. Le président du Faso Autrement pense également qu'il faut une reprise de l'enrôlement biométrique pour permettre à plus de personnes de s'inscrire sur les listes électorales. Voilà, autant dire que le sujet est clos. Et puis, autre point de l'actualité, il est question de promotion du travail décent au Faso. Face à face, gouvernement burkinabé et Organisation internationale du travail tentent de trouver les moyens pour y arriver. Pour le moment, les avis convergent vers un programme dont le but à terme sera de créer des emplois pour les jeunes et renforcer la protection sociale au Burkina. Boukari Ouedraogo. L'Organisation internationale du travail signe son arrivée dans le processus de mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et le développement durable. Objectif affiché, promouvoir le travail décent. Le travail décent, c'est quoi? C'est pour permettre à l'employé d'avoir un salaire conséquent, d'avoir une d'avoir des conditions de travail également acceptables, et puis d'avoir une protection sociale. Pour y arriver, l'Organisation internationale du travail, à travers la signature de ce protocole d'accord avec le gouvernement burkinabé et les partenaires sociaux, ambitionne axer son intervention sur la création d'emplois et la réduction de la pauvreté. Nous attendons beaucoup de ce programme par pays pour le travail au Burkina Faso qui est orienté, qui est axé autour de 2 priorités fondamentales pour notre développement, à savoir l'emploi des jeunes et la protection sociale. Selon le directeur régional pour l'Afrique du Bureau international du travail, le Burkina Faso n'a de cesse marquer son intérêt pour la promotion du travail décent. En témoigne sa participation au symposium africain sur le travail décent tenu en 2009. La dernière action en date, le 6 septembre dernier, le Conseil des ministres adoptait le programme pays de promotion du travail décent. L'élaboration de ce programme s'est faite de façon inclusive en associant tous les acteurs, c'est-à-dire les employeurs, les travailleurs et les personnes des couches sociales défavorisées. Et ce programme donc tient compte de toutes les préoccupations des acteurs de la vie nationale. 2014 est la date prévue pour l'évaluation de ce programme qui est le 32e que l'Organisation internationale du travail signe avec les gouvernements et les partenaires sociaux en Afrique. Ce n'est plus tout à fait une nouveauté, seulement la vulgarisation traîne encore du pied et ce pour l'ensemble de l'espace CEDEAO. Et pourtant, l'apprentissage en ligne, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est la réponse du moment pour accélérer les partages de connaissances. Pour en reparler, experts de la question se sont réunis à Ouagadougou. Nathalie Nabaloum Sawadougou. Avec l'initiative e-learning, la CEDEAO veut mettre les TIC au service du développement socio-économique des 15 pays membres. Le projet e-learning implique le déploiement et la fourniture de ressources d'apprentissage en ligne pour les travailleurs des secteurs sociaux tels la santé, l'éducation et l'emploi des jeunes. Ce projet vise surtout à outiller les jeunes en compétences dans les domaines des technologies de l'information et de la communication et le développement de l'entrepreneuriat. Ce projet vise la jeunesse, les professeurs
et par le biais de ces deux groupes, atteindre la population tout entière pour les former, pour les orienter vers cette nouvelle technologie dans le business, c'est-à-dire le secteur privé, la fonction publique, les universités, les écoles, ainsi de suite. Et spécifiquement, développer nos jeunes pour qu'ils puissent développer des outils informatiques pour le web. Pour le directeur général de la coordination des programmes de développement des TIC, la mise en œuvre du projet aurait un impact positif sur le développement du Burkina Faso. Pour venir au Burkina Faso, il y a des potentialités touristiques, mais vous allez sur Internet, vous ne trouverez pas suffisamment d'informations pour pouvant attirer, par exemple, des touristes pour notre pays. L'initiative que la CEDEAO a lancée, c'est de voir comment soutenir justement tous les secteurs, soutenir la création d'entreprises dédiées aux services qu'on peut offrir sur Internet. Durant 5 jours, ces participants venus des différents pays de la CEDEAO vont se pencher sur ce projet afin de faire des propositions pour une mise en œuvre réussie de l'initiative. Voilà un reportage de Nathalie Nabaloum Savadogo et de Claudine Bikaba. Et puis on en vient à l'entretien de cette édition. Comme annoncé, je reçois pour vous le ministre en charge des Transports du Burkina Faso. Avec lui, il sera question de Translog 2012. Bonsoir une fois de plus, monsieur le ministre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est du 25 au 27 septembre, donc c'est pour demain déjà. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, tout à fait. Nous sommes entièrement prêts. Nous ne sommes pas à la première édition. Là, nous sommes à la 3e édition. Et cette édition se déroule sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre donc, du Burkina Faso. Et nous avons invité un certain nombre de participants. Et nous pouvons dire que nous constatons qu'il y a une augmentation croissante des participants. En 2007, lorsque nous avons tenu la première édition, nous avions 200 participants. En 2010, nous avons tenu la 2e édition et nous avons eu 300 participants. C'est au cours de cette édition que nous avons décidé d'institutionnaliser le Translog tous les 2 ans au Burkina Faso, à Ouagadougou. Et cette fois-ci, nous attendons 400 participants et nous croyons savoir que nous allons dépasser les 400 participants. Les commissions se sont mises à pied d'œuvre, ont travaillé. On a accueilli la plupart des participants, les experts, les intervenants. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits en tout cas de la participation et nous risquons même d'être débordés par rapport à la participation des pays frères et amis qui sont venus des pays africains, mais non seulement, également aussi des pays européens. C'est dit donc que la question des transports intéresse aussi bien pour le Burkina Faso que d'autres pays africains et même au-delà, comme vous l'avez dit. Et cette édition, le thème, c'est comment promouvoir la chaîne logistique dans le contexte économique, financier et technologique actuel. Est-ce qu'on peut savoir ce qui a motivé le choix de ce thème? Oui, il faut dire que comme nous sommes à la 3e édition, les thèmes ont toujours été pris en tenant compte de nos réalités et de notre environnement. C'est contextuel. L'environnement économique et contextuel. Okay. Et c'est pour cette raison donc que si de la première édition nous avions parlé des révolutions qu'il pouvait y avoir dans le domaine des transports et de la logistique, aujourd'hui nous avons voulu examiner ce thème à la lumière de la crise que nous avons vécue, la crise financière qui se poursuit, et voir donc dans quel environnement économique évoluent les transports et qu'est-ce qui peut être fait donc à ce niveau. C'est un facteur défavorisant, cette crise. Tout à fait, c'est un facteur défavorisant, mais comme on dit, toutes les crises sont des opportunités. Il faut savoir donc les transformer en opportunités et nous avons pour objectif de pouvoir analyser donc l'impact de la persistance, par exemple, de la crise économique et financière sur le secteur des transports, de pouvoir présenter les opportunités offertes par les technologies de l'information et de la communication pour la promotion des échanges au niveau des transports et au niveau international, analyser la chaîne logistique des transports en Afrique afin d'en identifier aussi les maillons faibles, car des maillons faibles il y en a, et proposer aussi des solutions qui nous permettent de promouvoir donc la chaîne des transports logistiques en Afrique et plus particulièrement au Burkina Faso. Nous voulons aussi identifier des actions novatrices pour la promotion de la logistique terrestre au profit des pays sans littoral. Parce que le Burkina Faso est un pays sans littoral. Nous avons près de 90% de nos marchandises qui passent par les ports. Donc nous devons travailler à pouvoir trouver donc les moyens de pouvoir
même si nous n'avons pas de littoral, pouvoir bénéficier de ce qui est fait donc, dans les pays voisins et de la solidarité, comme on le dit. Donc, indispensable de se donner la main. Ah oui, il est indispensable de se donner la main et de pouvoir travailler. Et c'est pour ça que nous travaillons avec les ports tels que le consortium Aropa, qui regroupe donc le Havre, Rouen et le port de Paris. Et ces 3 ports-là nous accompagnent avec tous les ports de la sous-région. Okay, oui, ça, c'est au niveau européen. Maintenant, nous avons l'Espagne également. Mais au niveau africain, nous avons pratiquement tous les pays de la CEDEAO qui nous accompagnent dans ce qui est fait, parce que nous sommes tous concernés par la même problématique sur la question des transports et de la logistique. Donc l'objectif général, en fait, c'est de susciter une prise de conscience. C'est de susciter une prise de conscience des acteurs du secteur des transports et sur la nécessité d'une synergie d'action. Comment faire pour rationaliser donc la chaîne logistique afin qu'elle soit profitable, en fait, en dernier ressort, aux citoyens africains, le citoyen burkinabé. Comment nous faisons que la marchandise qui quitte un pays donné puisse être accessible dans nos pays en tout temps et en toute période et dans les meilleures conditions. Ou même pouvoir circuler librement d'un espace à un autre. Mais sur ce volet, justement, on pourrait parler d'un autre facteur qui est assez défavorisant. C'est le cas du terrorisme qui est en train de se développer sous nos cieux. Ce n'était pas connu. Face à cette éventualité, c'est une nouvelle donne. Hein. C'est vrai que ça peut être une opportunité, mais comment est-ce que les transports peuvent se développer dans un contexte pareil? Oui, c'est justement en cela que nous avons dit qu'il fallait voir comment nous pouvons utiliser aussi les opportunités qu'offrent les technologies de l'information et de la communication. Parce que vous savez qu'à travers ces technologies, nous avons le système de tracking qui permet de suivre un véhicule. Nous avons le système de géolocalisation qui permet donc de suivre tout ce qui est fait dans ce véhicule-là. Et même il y a aussi des systèmes, ça sera présenté, qui permettent d'avoir des alarmes et d'avoir un certain nombre de points de détresse qu'on peut soulever quand on est parce qu'il n'y a pas que le terrorisme, il y a le grand banditisme par exemple, et donc on doit utiliser les technologies de l'information pour assurer une meilleure fluidité des transports. Et quand on parlait des maillons faibles de la chaîne, justement c'est à ce niveau-là. Ces maillons faibles, ça peut être l'état des routes sur le continent africain, l'accessibilité de nos pays, ça peut être également aussi lié aux tracasseries routières qui peuvent être rencontrés sur nos tronçons, la liberté de déplacement et de mouvement, mais ça peut être aussi lié aux questions de temps et de fluidité sur nos différents tronçons. Donc comment nous pouvons intervenir et agir sur ces questions-là et comment nous pouvons aussi agir en termes de sécurité en associant aussi nos États pour lutter contre justement le banditisme entre les pays, mais le terrorisme aussi, vous avez soulevé cette question. Et nous pensons que les corridors sur lesquels nous sommes en train de travailler, ce sont des corridors qui sont pour l'instant en tout cas assez sécurisés et qui permettent donc l'acheminement des marchandises des ports vers les pays de destination. Autant dire qu'il y a de nombreuses matières à débat autour de la question des transports et de la logistique en Afrique. Pour terminer, dernière question, Monsieur le Ministre, qu'est-ce que vous attendez comme résultat d'une rencontre comme le symposium qui va se tenir bientôt à Ouaga? Justement, comme vous l'avez dit, vraiment, il y a beaucoup de matières à discussion. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a des sous-thèmes qui seront donc débattus pendant cette période. Et en termes d'attente, c'est vraiment comment nous pouvons faire en sorte qu'ensemble, nous puissions prendre des mesures qui allègent donc les tracasseries, par exemple, routières, qui permettent de revenir sur les maillons faibles donc, de notre chaîne de transport en Afrique et de pouvoir transformer ces maillons faibles-là et faire en sorte que nous puissions accélérer donc, la fluidité du trafic, avoir une certaine célérité du trafic pour qu'on puisse se déplacer librement et en sécurité dans nos espaces de manière à pouvoir acheminer à moindre coût les marchandises pour que les populations concernées puissent profiter. Maintenant, je voudrais aussi profiter de votre micro pour lancer un appel à tous les participants, c'est-à-dire à tous ceux qui sont concernés par les questions de transport, qu'ils soient du secteur public ou qu'ils soient du secteur privé. C'est leur espace. Le ministère, à travers la direction générale du Conseil burkinabé des chargeurs, met cet espace à la disposition de toute l'Afrique, mais également aussi du Burkina, où nous voulons que les étudiants, les chercheurs, les intervenants de la chaîne de transport logistique, les chargeurs, tous ceux qui sont concernés par les questions de transport peuvent venir et y discuter, apporter donc des éléments qui permettent de prendre en compte les difficultés qui sont les leurs et comment trouver des solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nous avons aussi d'éminents chercheurs
qui sont venus, parce que nous avons invité aussi des personnes, des professeurs chevronnés dans ce domaine, qui ont une certaine expérience, qui peuvent aussi apporter leur éclairage et leur lumière pour nous permettre d'avancer sur ces questions. Voilà donc un appel qui est lancé. Donc les citoyens de Ouagadougou, désireux d'en savoir plus sur cette question de transport en Afrique, peuvent faire le déplacement c'est déjà l'hôtel Azalaï. Voilà, demain à partir de 9h, n'est-ce pas, pour la cérémonie d'ouverture déjà, et puis ensuite il y aura des débats en interne jusqu'au 27 septembre. Merci Monsieur le ministre de nous avoir apporté toutes ces précisions. Et puis la suite du journal, nous allons à présent dans le département de la santé. Le Burkina compte depuis 2010 son centre hospitalier de référence, un hôpital moderne pour offrir des soins de qualité et réduire les besoins en évacuation sanitaire. Mais voilà, le standing du lieu effraie quelque peu le citoyen lambda qui craint pour sa bourse, à tort parfois. Suivez plutôt les précisions sur les rapports prix-qualité dans ce dossier de Jean-Baptiste Ouedraogo. Le 25 octobre 2010, les portes du centre hospitalier moderne de Tangandogo s'ouvraient à Ouagadougou sous un nouveau nom de baptême, Hôpital National Blaise Compaoré. C'était le couronnement d'un vœu du président du Faso, celui d'offrir aux populations des services de soins de qualité. La finalité même de la création de cet hôpital-là, c'était avant tout de permettre aux Burkinabés de se soigner sur place, c'est-à-dire réduire un tant soit peu les évacuations sanitaires à l'étranger. La nouvelle structure sanitaire ambitionne devenir un centre d'excellence dans le domaine des soins de santé dans la sous-région ouest africaine. Fruit de la parfaite coopération entre le Burkina Faso et la République de Chine-Taïwan, cette structure sanitaire venait ainsi renforcer le dispositif sanitaire déjà existant. À cette structure, du genre placée au 3e niveau de la pyramide sanitaire, des objectifs précis lui sont assignés. Avec la création de cet hôpital, il n'y a pas de concurrence, mais plutôt une complémentarité avec les autres structures sanitaires. Ces 600 lits et ces équipements modernes sont à mettre au service de la quête permanente de la santé des populations burkinabées, sans exception. Nous ne venons pas pour remplacer une structure, nous venons en complément de toutes les structures qui existent. Et d'ailleurs, nous sommes condamnés à travailler en symbiose avec toutes ces structures-là. Nous sommes situés au 3e niveau de la pyramide sanitaire, ce qui veut dire que les patients qui viennent à nous sont des patients qui sont référés normalement. Donc, ils doivent prendre rendez-vous sur la base d'une consultation qu'ils ont déjà eue ailleurs. Ils sont seulement référés ici pour une meilleure prise en charge. Si on prend par exemple les hospitalisations, qui prend en compte la nourriture et les frais d'hôtellerie, la première catégorie, qui comprend une chambre individuelle, est de 10 000 francs. La deuxième catégorie, qui comprend des lits, est à 7 000 francs. Et la première catégorie à 5 000 francs. Et si on prend les frais de consultation pour un spécialiste, le tarif est de 5 000 francs. Et pour un généraliste, vous payez 3 000 francs. Lentement mais sûrement, tous les services se mettent en place à la grande satisfaction des praticiens. C'est des appareils numériques qui sont tout neufs et qui permettent de conserver les échantillons et les résultats des examens qui sont réalisés. Ça se fait tous les jours et les patients ils repartent avec les résultats. Donc quand ils font ces examens, on interprète, on leur donne pour qu'ils repartent. Donc ça c'est un des aspects importants. Il y a d'autres aspects, comme le défibrillateur, il n'y en a pas beaucoup, en tout cas dans notre pays. Globalement, l'ensemble des pathologies que nous traitons ici, nous avons en premier lieu les épilepsies. Nous avons en deuxième position tout ce qui est pathologie douloureuse, que ce soit donc les maux de tête, que ce soit les douleurs du dos qui descendent dans les jambes, qui descendent dans les membres supérieurs. Nous avons aussi ce que nous appellerons les maladies du mouvement. Les maladies du mouvement, c'est tout ce qui concerne les paralysies, les tremblements, les problèmes de tonus en excès ou en moins, ce qui concerne les troubles de la marche, les troubles de la coordination des mouvements, tels que la maladresse. Ça, c'est tout ce qui concerne la pathologie du mouvement. Nous avons un gros morceau qui est représenté par en fait, les accidents vasculaires cérébraux. Et ici, nous avons la particularité d'avoir une salle d'accouchement vraiment bien faite. Donc, on a 3 salles d'accouchement, donc bien équipées et propres,
avec toutes les commodités vraiment nécessaires. Et à proximité, nous avons 2 salles opératoires bien équipées également avec des appareils de pointe et qui nous permettent d'agir avec promptitude lorsque le besoin se présente. J'ai eu gain de cause parce que le médecin il a mis tout le temps qu'il fallait pour comprendre mon malaise et ensuite maintenant il m'a fait la prescription et c'est pour cela que je suis venu en pharmacie pour prendre les produits qu'il m'a recommandés. Le plateau technique haut de gamme dans tous les services offre plusieurs possibilités aux praticiens. Ces derniers ont d'ailleurs été formés à l'utilisation des équipements par des spécialistes de la partie chinoise. La particularité ici, c'est que tout le système des données est informatisé. Et à partir de mon bureau, j'ai accès à toutes les données concernant le patient, que ce soit du point de vue dossier médical, les examens du laboratoire ou bien les images de radiographie. Donc je n'ai pas besoin de clicher ou bien de me déplacer pour savoir quelle est la glycémie de tel patient. Il suffit de cliquer et tout de suite j'ai le résultat. Donc tout ça dans le but d'avoir du temps. L'hôpital offre des soins infirmiers et obstétricaux et une prise en charge totale du patient. Là, plus besoin d'accompagnants. Dans nos hôpitaux, de façon courante, les infirmiers, les sages-femmes n'exécutent pas entièrement les tâches qui leur reviennent. Et c'est ce que nous avons corrigé ici. Et cela confère à notre hôpital une particularité qui est que l'accompagnant est un collaborateur du personnel soignant. Il n'intervient pas pour la prise en charge du patient. Quant aux patients, ils trouvent en ces lieux une satisfaction et souhaitent que cela perdure. C'est d'ailleurs pour eux que l'hôpital a vu le jour. Je crois que la première des choses que l'on observe ici, c'est d'abord la grandeur de la structure. Ensuite, c'est la qualité même de l'accueil du personnel. Ça, c'est sensible. L'hôpital national Blaise Compaoré connaîtra très vite sa vitesse de croisière. Les mois à venir seront déterminants avec la mise en route d'autres services. Ainsi, tout patient pourra y trouver son compte. Notre perspective immédiate, c'est l'ouverture du service des urgences. Et après l'ouverture du service des urgences, nous allons ouvrir les hospitalisations parce que les deux vont de pair. Mais il y a quand même d'autres services assez importants que nous devons ouvrir et nous sommes en pleine préparation parce qu'il y a quand même quelques précautions à prendre. Il s'agit des services de chirurgie, notamment la chirurgie viscérale et la chirurgie traumatologique. L'infrastructure et les équipements auront coûté plus de 30 milliards de francs CFA. Et voilà, vous l'aurez suivi, l'hôpital Blaise Compaoré est bel et bien un centre accessible. Et puis, dans le département de l'économie et des finances, les efforts sont à la réorganisation des fonds nationaux de financement, toute une procédure qui devrait donner le tonus nécessaire au système actuel pour booster les domaines clés de développement. Les experts impliqués pour la tâche se donnent 72 heures pour sortir des propositions. La synthèse des travaux avec Drissa Serré. Face aux contraintes rencontrées par les populations pour accéder au financement des institutions financières, banques et systèmes financiers décentralisés, l'État a mis en place des fonds nationaux destinés à répondre aux sollicitations des jeunes, des femmes, du secteur informel et des personnes vulnérables. Multiplicité et diversité des textes réglementaires, hétérogénéité des normes comptables, aujourd'hui le fonctionnement des fonds connaît des insuffisances qu'il convient de corriger. C'est pourquoi le département de tutelle a initié cette rencontre pour non seulement procéder à une relecture des textes réglementaires, mais aussi envisager une réorganisation des 10 fonds. Depuis 2005, il y a une loi qui a été prise pour réglementer les fondations de financement. Mais aujourd'hui, dans la mise en œuvre, on se rend compte qu'il y a quand même quelques difficultés. Difficultés liées un peu à la disparité de la tenue des comptes, difficultés liées à la disparité de la nomenclature budgétaire, à la disparité également de la grille salariale. Donc aujourd'hui, il s'agit pour nous quand même sur la base de ces difficultés recensées, de voir dans quelle mesure nous pourrons proposer de nouveaux textes qui vont harmoniser en tout cas l'ensemble des fondations de financement.
Donc cet atelier de 3 jours permettra, à notre avis, de pouvoir en tout cas aboutir à des tests en tout cas beaucoup plus complets, qui permettront d'avoir une harmonisation sur la grille salariale et indemnitaire, sur la note budgétaire, sur le plan comptable et également sur le statut du personnel. À ce jour, on compte 14 fonds nationaux de financement qui interviennent dans divers domaines. Le but de cette rencontre est de voir dans quelle mesure ils peuvent être regroupés pour avoir une meilleure synergie d'action. On les dit indispensables pour le développement et pourtant, nombreuses sont ces données qui ne seront jamais utilisées jusqu'à date de péremption. Manque de planification ou absence d'analyse, les raisons ne manquent pas. Autour du sujet, des spécialistes de la question tentent de pallier la situation en vue d'une meilleure prise en compte des données de population dans la planification du développement. Nathalie Kaori. La prise en compte des variables démographiques est essentielle dans les politiques de développement des régions. C'est dans cette optique que le ministère de l'Économie et des Finances a initié depuis 2010 une évaluation de la prise en compte des défis démographiques dans les plans régionaux de développement. Les résultats de cette évaluation ont été analysés par un expert et la présente rencontre est un moment de restitution de ces résultats aux acteurs qui ont élaboré les plans régionaux de développement. Il faut partager avec eux ce que nous avons trouvé dans les plans régionaux de développement comme thématique de population et développement qui a été prise en compte, insuffisamment prise en compte ou qui a été occultée. Le Fonds des Nations Unies pour la population est le principal partenaire qui apporte son assistance au gouvernement pour la prise en compte des questions de population dans la planification du développement des régions. Nous avons aidé le gouvernement à trouver les consultants de haut niveau pour essayer d'analyser les plans régionaux de développement et de voir jusqu'à quel point les questions de population, donc démographiques, ont été prises en compte. Donc notre rôle est un rôle d'appui technique, conseil et aussi de sensibilisation. Le dernier recensement de la population a révélé un taux d'accroissement de plus de 3% par an au Burkina Faso. Si rien n'est fait, cela conduira à un doublement de la population d'ici à 2020, selon le représentant de l'UNFPA, qui se dit disposé à accompagner les acteurs régionaux pour la prise en compte des thématiques de population dans la réalisation des futurs plans régionaux de développement. Et puis, l'homme de l'année QV 2012, c'est le maire de Ouaga qui est élu pour ses efforts à l'épanouissement des Ouagavillois et du développement de la commune de façon générale. Simon Comporé a retenu l'attention de l'association Galian qui attribue le prix. On revient sur le film de la soirée de remise du trophée. C'était vendredi dernier à l'hôtel de ville de Ouagadougou, bien sûr. Symphorien Somda. Pour l'association Galian, promotrice de la radio Salan-Kolonto, cet homme est un bosseur, ponctuel à tous ses rendez-vous, un bon orateur qui n'a pas sa langue dans la poche. 60 ans plein le 19 septembre dernier, c'est ce jour anniversaire qu'il reçoit son arrêté de mise à la retraite. 2 jours après, il est fait homme de l'année 2012 par l'association Galian. Il s'agit de Simon Compaoré, maire de la commune de Ouagadougou. Cette année, il semble que, selon les journalistes, que le nom qui dégage le plus pour avoir beaucoup œuvré à travers les informations et à travers les mains, c'est le maire Simon Compaoré. C'est pour cela que Radio Salan-Kolonto a estimé qu'il méritait le titre de l'homme de l'année 2012. Simon Compaoré est l'homme qui a le plus marqué l'année 2012 au Burkina Faso, après le ministre Sungalo Apollinaire Ouattara en 2011. C'est le choix de la rédaction de Radio Salan-Kolonto, entériné par les membres de son comité de gestion. Le fait qu'on ait reconnu que j'ai posé des actes qui ont été positifs dans l'ensemble, parce qu'il y a eu aussi des actes négatifs, mais dans l'ensemble, globalement positif, ça me donne encore de l'énergie et le goût de vivre et de sentir et de savoir que j'ai été utile pour la ville qui m'a vu naître. Le vœu de l'association Galian est que le don de soi et d'abnégation du récipiendaire soit une référence pour la jeunesse burkinabé. C'est pourquoi elle a choisi comme parrain de la cérémonie le ministre de la Jeunesse et de la Promotion de l'Emploi, pour qui le filleul ne pourrait être seulement l'homme de l'année. Sur le plateau des jeunes talentueux du Lorum, l'instrumentiste David Solo pour faire côtoyer culture et patriotisme.
Voilà qui introduit cette cérémonie qui vient clore en apothéose la 3e édition de Top Vacances Kala Lorum. Entre prestations de troupes et prestations individuelles, les élèves ont 6 semaines durant rivalisé de talents en matière de playback, de ballet traditionnel et de ballet moderne. Et c'est après 5 manches que le jury, s'appuyant sur des critères bien déterminés, a pu établir son classement. J'ai un devoir pour moi de soutenir mes frères de ma localité où je suis natif. Il faut que nous contribuions à l'émergence de la jeunesse et pour quand même permettre à ces jeunes d'aller de l'avant et de prospérer. Des prix sont allés à ceux qui se sont distingués par leur savoir-faire culturel et artistique. Cette édition, qui a tenu ses promesses grâce au soutien de bonne volonté tel le maire de Titao, se veut aussi un espace de dialogue, de communication et d'entraide. On veut valoriser notre culture à travers ce qu'on a ici, quoi. Je voulais que les jeunes puissent quand même avoir un cadre d'épanouissement chez nous ici et savoir d'où ils viennent et puis d'où ils doivent arriver. Au moment où il s'apprête à reprendre le chemin de l'école, le haut-commissaire du Lorum a saisi l'occasion pour inviter ses lauréats de la soirée à user de l'expérience acquise à Top Vacances pour faire de l'année qui s'annonce une année de réussite. Voilà, de la musique. Et juste un dernier mot pour clôturer cette édition. Nous avons parlé au cours de cet entretien que j'ai eu avec monsieur le ministre en charge des transports en Afrique. Comment promouvoir la chaîne logistique dans le contexte économique, financier et technologique actuel. Merci une fois de plus, monsieur le ministre, d'être venu sur ce plateau. Amis téléspectateurs, voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur la RTB et nous vous retrouvons demain. Bonsoir. Merci, madame.